Salut tout le monde, bienvenue à cet autre chapitre du rapport Boivin, édition du 26 octobre 2017. Et c'est déjà le 6e de la saison 2, ça va très vite. Je vous répète, j'aime toujours ça le dire, qu'on enregistre le jeudi, donc jeudi le 26 octobre en après-midi, et on regarde un peu ce qui s'est passé dans la semaine qui nous a conduit à ce fameux 26. C'est probablement c'est notre dernière émission avant le fameux résultat du vote à cette campagne municipale dans toutes les municipalités au Québec, et plus particulièrement pour nous autres ici, l'élection municipale dans la ville de Gatineau, l'Ange-Gardien, les régions avoisinantes. Alors, on pourra revenir sur les résultats dans 2 émissions d'ici, puisque celle de la semaine prochaine, quand vous allez la voir, ben, le résultat va sortir, va être déjà sorti la veille. Si vous êtes aussi mélangé que moi, c'est pas grave, mais tout ça pour vous dire que c'est la dernière fois qu'on va vous parler de campagne électorale et de continuer à vraiment regarder ce qui se passe, ce que les candidats ont à offrir. Des fois, on a l'impression que ça ne vole pas très haut parce que ça a été une semaine un peu difficile en matière de démocratie. Des fois, je le sais, comme plusieurs, vous êtes découragés de voir comment est-ce que tout ça se déroule. C'est pas pour rien que les taux de participation sont très peu élevés. Bien souvent, c'est qu'on se dit, plus ça change, plus c'est pareil. Ça va changer quelque chose si je vote? Je ne sais pas pour qui voter. Puis c'est à peu près le genre de commentaires que j'entends beaucoup sur le terrain. Et avec ce qu'on entendait en début de semaine, je vais vous dire que c'était décourageant, même pour ceux qui suivent l'actualité comme moi, peut-être même encore plus, parce qu'on a le nez tellement collé dessus. Alors, on a commencé notre semaine avec une controverse, de la façon que ça s'était fini la semaine dernière, à savoir qu'on avait le président de la Chambre de commerce, Jean-Claude Desrosiers, qui, sur les ondes de la radio 104.7, où je fais des commentaires tous les matins, est allé dire dans une émission en après-midi, celle de à l'heure du midi, celle de Rock-Cholette, qu'il y avait beaucoup de problèmes entre la communauté d'affaires et l'administration municipale actuelle, le maire Maxime Penneau-Jobin. On attaquait une des hautes fonctionnaires, une des directrices de service, on la nommait dans l'entrevue, et ça créait toutes sortes j'imagine, de situations en fin de semaine dernière, alors que ça a dû se parler, les gens d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui disaient que ce n'était pas une place appropriée pour faire ce genre de commentaires-là. Tout ça pour dire que lundi matin, le président de la Chambre de commerce s'excusait. Et semble-t-il, même, il y a quelqu'un, je pense que c'était dans un article du Droit, on disait que pas plus tard qu'une couple de semaines, le président de la Chambre de commerce, dans une entrevue sur notre réseau, à ma-TV, disait qu'à 80%, la communauté d'affaires était satisfaite de l'administration de Maxime Penneau-Jobin. Enfin, on sent que les camps sont bien cantonnés, que certains, surtout par exemple le groupe Brigil qui veut voir ses tours au centre-ville, directement sur la rue Laurier, le maire qui ne veut pas parce qu'il veut que ce soit décrété comme secteur patrimonial, alors sont vraiment aux antipodes, et ça finit que ça devient les pros Maxime Penneau-Jobin versus les pros Brigil, et ça fait ce genre d'élection-là. Moi, j'appelle ça des élections qui ne volent pas haut quand ça se cantonne sur un sujet unique comme celui-là. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui nous concernent tous, mais enfin bref, c'est un peu l'allure que ça se termine, si on veut, cette campagne électorale. Ça a fait des discours et des attaques assez musclées, merci. On a même entendu le président de Brigil faire une sortie mercredi, juste un petit peu avant le dernier débat public, celui qui était justement à ma radio au FM 104.7, mercredi midi, alors que les 3 principaux candidats à la mairie s'affrontaient dans ce débat, Mme Gonneau, M. Penneau-Jobin et M. Tassé. Et on avait le président de Brigil, Gilles Desjardins, en compagnie d'un ancien maire, Yves Ducharme.
je ferai de la petite histoire, une petite parenthèse, tantôt un peu amusante, un petit clin d'œil en même temps, mais Gilles Desjardins qui disait qu'il s'était senti menacé, je pense que c'est en janvier 2016 que ça s'était déroulé, alors que dans le contexte d'une discussion où assistaient M. Ducharme, le maire, M. Desjardins et le directeur, le chef de cabinet de M. le maire, Melvin Jonf, qu'on a parlé que du sang coulerait, le maire aurait dit le sang va couler, en tout cas, puis il s'était senti un peu intimidé, M. Desjardins. Connaissant Gilles comme je le connais, je ne suis pas inquiète, il n'y a pas grand monde qui intimide M. Desjardins, alors je suis certaine qu'il est capable de se défendre comme une grande personne. De toute façon, ça ne l'a pas empêché de fonctionner l'année dernière. Ceci étant, c'est un peu comique de voir Melvin Jonf, qui est le chef de cabinet de Maxime Pedneau-Jobin, assisté à cette rencontre, qui est l'ancien chef de cabinet, et j'ai toujours dit le mentor et comme moi j'appelais mes adjoints, mes cerveaux, si vous voulez, mais le cerveau de Yves Ducharme dans le temps de son administration. Yves Ducharme qui était aussi derrière Maxime Pedneau-Jobin pour battre Marc Bureau. Alors, c'est difficile à suivre parfois tous ces gens, mais disons que ça ne fait pas de la politique extrêmement relevée dans ce contexte-là. D'autres gens d'affaires qui sont sortis, Jacques Bélanger du Holiday Inn sur la Gap, qui a parlé de ses difficultés avec les travaux, avec les émissions de permis, puis pouvoir partir sa grosse construction. D'un autre côté, tu as la gang de FA qui disent par la voix de Charles Masse, non, nous, on n'a pas eu de problème. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous vos propres idées. J'ai une tendance à vous dire, googlez, prenez vos candidats dans votre district, c'est pas compliqué, ça se fait en 5 minutes. Faites juste regarder les pancartes que dans votre coin, là, googlez leur nom et ça va vous donner un peu leur plateforme. Sur les candidats à la mairie, n'oubliez pas, il y en a 2 autres aussi, Clément Bélanger et Rémi Bergeron, et allez voir ce que ces gens-là vous offrent. Et souvent, c'est une question d'affinité personnelle aussi, avec qui on s'entend bien ou qu'on pense qu'on aimerait mieux avoir à la tête de notre municipalité. Même chose à l'Ange Gardien, même chose partout dans ces élections municipales. Si vous faisiez que cet exercice, ça serait déjà ça, parce que oui, voter, c'est un droit, mais à mon avis, une responsabilité, et on ne peut pas juste dire, ben regardez, il n'y a rien là, plus ça change, plus c'est pareil. Avec une attitude comme celle-là, ça permet à n'importe qui de faire n'importe quoi. Le débat est intéressant. Sylvie Gonneau, qui est très bien ressortie en passant dans les débats publics auxquels j'ai pu assister ou entendre ce qui s'est dit, écouter les débats, était bien préparée. Il y a peut-être des gens qui regrettent d'avoir, certaines gens d'affaires qui regrettent un peu d'avoir décidé de mettre tous leurs œufs dans le panier de l'autre candidat, c'est-à-dire M. Tassé. Mais enfin, ça reste à voir c'est vous autres qui avez le dernier mot, ceux qui m'écoutez présentement et tous les autres qui iront voter. Je vous avais parlé à la dernière émission de surveiller attentivement ce qui était pour se passer dans la partielle au Lac-Saint-Jean. Il y avait aussi une partielle en Alberta. Celle-là, c'était pour remplacer Rona Ambrose, la chef intérimaire du Parti conservateur. Ça, c'était évident qu'elle était pour gagner. Mais la partielle qui attirait l'attention de tout le monde, c'est celle dans Lac-Saint-Jean. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau est allé faire au moins 3 jours de visite sur place. C'est rare qu'on déplace un premier ministre dans le cadre d'une partielle, mais ils savent, les libéraux, que leur premier ministre, leur chef, est tellement populaire, plus populaire que le parti, et ça s'est vérifié. Il y en a qui disaient « Ah non, c'est peut-être la renaissance du Bloc, on va assister à la renaissance du Bloc de Martine Ouellette. » Moi, je pense que c'est combiné au fait que le NPD descend énormément au Québec. Alors, le Bloc est en train de prendre cet espace vide, si on veut, suite à l'élection du nouveau chef, Jagmeet Singh, qui n'est pas encore assez connu des Québécois. Est-ce qu'on va être capable de le faire connaître positivement? Ça reste à voir avec ce qui se passe comme débat sur la scène publique au Québec. Ce n'est pas nécessairement évident. Mais il faut se dire que cette élection partielle se faisait aussi dans cet environnement un peu malsain de la loi 62. La loi 62, c'est cette loi que le
Puis ça, c'est la faute du gouvernement en passant, qui a intitulé sa loi comme étant une loi sur la neutralité religieuse. Alors que quand on la lit attentivement, et moi, j'ai fait l'exercice comme avocate, mais aussi comme personne intéressée par l'actualité. Alors, j'ai regardé cette loi 62 avec un œil de juriste, et finalement, ce que c'est une loi qui strictement légifère ce qu'on doit faire pour donner et recevoir ou recevoir des services publics. C'est aussi simple que ça. Et à qui ça s'applique? Donc, tout ce qui est public comme transport en commun, école, municipalité, services gouvernementaux sont ciblés par cette loi-là. Là, il y a des gens qui disaient « Hey, là, on interdit tout port de voile, etc. » Et c'est dirigé aux femmes qui portent le voile. Finalement, c'est pour quiconque se cache le visage quand ils s'en vont quelque part. Si tu s'en vas en autobus avec ton passe-montagne en plein hiver, bien, tu pourrais te faire demander de l'enlever. Et les gens disent « Ouais, mais c'est fait strictement pour viser les femmes islamiques. » Enfin bref, on pourrait avoir un débat là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, et la ministre le disait cette semaine, Stéphanie Vallée, que l'idée derrière ça, c'est et le contexte en arrière de tout ça, outre le fait de donner et recevoir les services publics à visage découvert, c'est dans une optique de communication, une optique d'identification et une optique de sécurité. Et ça me semble tellement aller de soi. De toute façon, tu veux voter, il y a déjà une loi au Québec, gracieuseté de Benoît Pelletier, à l'époque, lorsqu'il était ministre, pour faire en sorte que quand on vote au Québec, pour s'identifier, il faut le faire à visage découvert. Fait que les sacs bruns sur la tête, là, ça marche pas. Le voile intégral, les niqabs, ça ne fonctionne pas. La personne qui se met un masque d'en face, ça fonctionne pas non plus. Il faut que tu t'identifies. Enlève-le ton masque. Après ça, si tu veux aller derrière la petite case là, pour aller voter avec le sac brun sur la tête, faites-le. Faites-le de la façon que vous voudrez. Je m'en contrebalance, mais au moins dans des moments où la sécurité peut être en jeu, c'est important de le faire à visage découvert. C'est tout ce que cette loi-là dit. Pas plus, pas moins. Il fallait entendre comment on a traité le Québec de raciste à travers le Canada tout entier. Et pendant cette élection partielle, en passant, c'était de toute beauté de voir le premier ministre Trudeau faire la même chose qu'il a fait dans le temps du débat sur le niqab. Il a laissé tout le venin sortir pour faire des petites déclarations un peu vagues à la fin, pour finalement, une fois que son candidat s'est fait élire lundi soir, revenir cette semaine, un petit peu plus tard dans la semaine, pour dire « m'a poursuivre le Québec puis sa loi pour défendre le droit des femmes de porter ce qu'elles veulent. » Beau respect de la diversité québécoise et surtout de son indépendance au niveau d'adopter ce type de loi sur son territoire. On repassera dans ce contexte-là. Je sais qu'on doit aller vers la pause. Je vais quand même revenir sur certains éléments de ces points-là au retour de la pause. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. Et cette émission-là, elle passe tellement vite, si vous saviez. J'ai tellement de choses que j'ai le goût de jaser, de vous dire, en fait. Je vous parlais de la loi 62. La seule chose que je veux compléter sur ce sujet-là, c'est le fait que la ministre, compte tenu des attaques virulentes un peu partout, à droite, à gauche, il y a même le maire Watson d'Ottawa, de quoi je me mêle, le maire Jim, de quoi je me mêle Watson, qui est allé écrire une lettre assez longue, merci, au premier ministre Couillard, pour lui dire que lui, c'est chauffeur de
d'autobus, ferait pas la police du Québec pour savoir qui porte un niqab. On te le demandera même pas. Il n'y a rien qui dit, au niveau de la loi, là, lisez-la, les politiciens, avant de la décrier puis de nous traiter de racistes au Québec. Le gouvernement, pour une rare fois, a la population derrière lui sur ce sujet-là, pour la simple et bonne raison, pour les mêmes raisons que les gens se foutent carrément de comment vous vous habillez. Premièrement, on pourrait interdire les jeans en bas des fesses, les piercings à droite pas à gauche. Non, ça fait partie de la liberté d'expression. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Même chose si la personne elle veut se promener avec une couverte, n'importe quoi, ce que vous voudrez. Liberté d'expression totale, mais il y a des choses, par exemple, quand tu veux avoir des services qu'il faut que tu découvres le visage pour des raisons d'identification, sécurité et communication. Ceci étant, les gens qui ont décrié, lisez la loi, la ministre a même pris la peine cette semaine de venir réexpliquer. C'est sûr que quand on va dans le détail, et je le dis depuis le début, après l'analyse, la loi est extrêmement simple. On a pris le plus petit dénominateur commun, là, autre que la laïcité totale de l'État québécois, pour, après ça, s'enfarger d'un fleur de tapis quand on veut y trouver une application. Est-ce que les étudiants dans une classe à l'université sont obligés de se découvrir pendant la durée de la classe? Selon tel ministre à qui tu parles, oui. Selon tel autre ministre, bien, pas nécessaire. Une fois qu'ils se sont identifiés, après ça, ils peuvent remettre leur voile intégral, aucun problème, ou peu importe ce qu'ils portent et qui empêcherait leur identification. Ça, ils auront une bonne job d'explication à donner. Ça, c'est clair, net et précis. Entre-temps, je vous parlais un peu du premier ministre qui a changé son discours pendant la campagne électorale, parlait pas trop contre la loi. Après ça, une fois que son candidat est élu, décide d'y mettre le paquet parce qu'il commençait à être stressé par les médias canadiens qui disaient « Hey, comment ça, toi, le fils du père de la Charte des droits et libertés, que tu vas pas défendre ton monde, le droit des femmes de porter le voile intégral? » et ainsi de suite. Et là, il a été un petit peu plus direct en disant qu'il irait à l'encontre de cette loi québécoise. Bravo, encore une fois. Et ça, c'est sarcastique, là, c'est pas un bravo réel que je lui donne. L'autre volet où je les trouve hypocrites, pas à peu près, les libéraux fédéraux, loi sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada. Mon ancien collègue François Choquette a pris la relève d'Yvon Godin. Probablement que vous connaissez bien Yvon Godin parce que c'était dans les députés néo-démocrates, probablement un des plus articulés qui était souvent sur les tribunes francophones, Radio-Canada, TVA et autres, qui a toujours défendu bec et ongle les droits des minorités francophones à travers le Canada. Et un de ses chevals de bataille, c'était le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada. Quand il a pris sa retraite de la vie politique, Yvon, c'est François Choquette du NPD qui a pris la relève et qui a présenté le projet de loi. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est pendant que les libéraux étaient dans l'opposition et que c'était le gouvernement conservateur, ils votaient allègrement en faveur du projet de loi d'Yvon Godin ou de François Choquette. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, bien, ils ont battu le projet de loi qui était présenté en Chambre des communes cette semaine. Ils ont voté contre pour la grande majorité. C'est avec cette majorité libérale qu'ils ont réussi à battre le projet de loi de mon ancien collègue François Choquette. Ça me fait énormément de peine parce que je pense que quiconque va aller siéger comme juge à la Cour suprême du Canada, et comme je le disais à la radio ce matin, pendant mon commentaire, que tu sois du Nunavut, que tu sois du Yukon, que tu sois des Premières Nations, que tu sois du fond le plus reculé francophone du Québec, tu te dois d'être bilingue. Quand on va plaider devant la Cour suprême du Canada, qui ont déjà les juges pas mal bien lu le dossier, ils le connaissent de fond en comble, et que des fois, ça prend juste la petite étincelle du plaideur qui va aller expliquer quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas bien compris. Puis avec ta force de conviction, tu peux réussir à les changer d'idée. C'est tout ce qui te reste quand tu t'en vas plaider à cette étape-là parce qu'ils ont déjà analysé, décortiqué et une bonne idée de ce qu'ils vont décider. Et quand tu entends un plaideur
par la bouche d'un interprète, et j'ai beaucoup de respect, je le répéterai jamais assez, pour les interprètes qui font ce travail-là, ces gens qui nous traduisent au fur et à mesure que l'on parle. Et j'en sais quelque chose parce que quand j'étais députée, il me disait que j'étais probablement la personne la plus difficile à traduire parce que je faisais toujours mes discours de façon improvisée. Il n'y avait pas de texte sur lesquels se baser pour pouvoir faire leur interprétation. Ils étaient obligés de suivre tous les mots que je disais. Et paraît-il que je parle tellement vite que ça ne les aide pas. Alors, imaginez, ces gens-là font un travail, ils ne peuvent pas y mettre les intonations qu'on y met et ainsi de suite. Alors, triste, mais ça, c'est ce que j'appelle des gens qui disent une chose en campagne électorale ou disent des choses quand ils ne sont pas au pouvoir et quand on voit leur vrai visage une fois qu'ils sont au pouvoir, extrêmement, extrêmement décevant. Tout comme le fait qu'ils ont annoncé qu'ils n'appuieraient pas un projet de loi pour protéger les régimes de pension dans les entreprises qui font patate, faillite. On le sait, on en sait quelque chose par ici. Hein? On a eu Fraser, on a eu différentes usines où il y a eu des problèmes avec les régimes de pension. Si on avait cette loi qui protégeait ces régimes, qui donnait des droits prioritaires, si vous voulez, aux gens qui ont ces droits-là, au lieu de les mettre à toute fin, puis que tout le monde s'est payé, puis qu'il n'y a plus jamais rien qui va leur rester, bien, ça ferait quelque chose. Alors, de savoir que les libéraux au pouvoir pourraient faire ce changement bénéfique au lieu d'aller trôner puis dire des niaiseries, puis d'avoir un ministre des Finances qui prétend travailler pour la classe moyenne, alors qu'il est multimillionnaire, puis qu'il a senti la soupe chaude, je peux vous dire, dans les dernières semaines, parce qu'il n'avait pas mis à l'abri de tout doute ses actions dans différentes entreprises qui font affaire, entre autres, avec le gouvernement. Ça laisse un arrière-goût, je vais vous dire, dans la bouche. Parlant du ministre Morneau, d'ailleurs, un peu pour changer, il ne faut pas se leurrer, là, c'est ça la politique. Il est dans l'eau chaude, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va faire une mise à jour économique. Et les libéraux, fidèles à eux-mêmes, bien, il n'y a qu'eux autres pour faire ça, sont géniaux, je vais vous dire. Veut pas, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on doit reconnaître qu'ils sont géniaux. Parce que j'ai rarement vu un gouvernement célébrer le fait que ses déficits sont encore plus gros que ce qu'ils nous avaient promis en campagne électorale. Ils avaient promis 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. On est rendu à 20 milliards, mais ils célèbrent le fait que, hey, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être 25 milliards, mais ça va juste être 20 milliards. Ça devait être 10, là, mais hey, c'est juste 20 milliards. Puis ils célèbrent ça parce qu'ils disent qu'ils vont nous mettre l'argent dans nos poches. Ouais, certains qu'on se sent tous collectivement plus riches. Pendant ce temps-là, le gros de l'argent va aller dans les infrastructures. Ils n'ont même pas commencé à dépenser. Pourtant, ils ont augmenté déjà notre dette d'à peu près au minimal, parce que je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, au moins 40 à 50 milliards de dollars. Ça vous donne une idée. Paraît-il qu'il a le titre, Justin Trudeau, du roi du déficit. Il est plus gros que son père encore à ce niveau-là. On aura le payer un jour et on verra bien. Pendant que nous, on devra vivre avec les hausses de taux d'intérêt parce que même si la Banque du Canada n'a pas décrété cette semaine, je pense que c'est juste... ça va se faire au mois de décembre parce qu'elle va revoir encore ça le 6 décembre. Ils suivent attentivement. Ils s'attendent à ce que la croissance économique du Canada soit peut-être un peu moins grosse dans la prochaine année. Donc, ça va avoir une influence. La capacité financière des Canadiens de prendre un taux d'inflation plus gros. Et je peux vous dire que c'est assez serré parce que même les banques, maintenant, lorsque vous voulez acheter une maison, par exemple, une propriété, vous demandent une plus grosse mise de fonds parce que c'est les nouvelles lois, mais va aussi voir si vous avez la capacité de payer jusqu'à un 2 % additionnel de taux d'intérêt. Dites-moi pas que c'est pas déjà tout convenu, ces choses-là. Alors, on voit venir ça, mais 2 % additionnel de taux d'intérêt, ça vaut pour le gouvernement aussi. Hein? Ça veut dire que quand tes taux, toute la cagnotte, la catégorie remboursement de la dette, ça veut dire que ça va te coûter encore plus cher juste au niveau de l'intérêt. J'ai l'impression qu'on est un peu... j'ose pas dire absolument inconscient du côté du gouvernement. J'ai l'impression qu'il ne porte pas une attention sérieuse là-dessus. De toute façon, avec sa mise à jour économique, le ministre Morneau n'a même pas commencé à envisager quand est-ce qu'on va commencer à arrêter puis qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire. Alors que c'est rough dans provinces. Là, c'est les provinces qui vont faire des surplus. C'est comme une balance. On paye toujours d'une façon ou d'une autre, qu'on paye au fédéral ou qu'on paye au provincial. Grosse
Une grosse bombe médiatique qui est sortie juste avant que j'arrive pour enregistrer l'émission de cette semaine, c'est l'arrestation hier soir, donc mercredi soir, le 25 octobre, du député libéral de Chomédé à l'Assemblée nationale, Guy Ouellet. Guy Ouellet, c'est qui? C'est cet ancien policier qui a toujours été vu, celui qui a travaillé dans les milieux pour contrer les guerres de motards. En tout cas, c'est monsieur Clean, monsieur loi et ordre du gouvernement libéral, se fait arrêter par l'unité l'UPAC, l'unité contre la corruption. C'était une onde de choc pour tout le monde et tous les partis, tous ceux qui siègent. J'entendais Amir Kadir, qui des fois ne fait pas dans la dentelle, dire que M. Ouellet avait tout son respect. C'est dans la foulée des événements, vous allez vous rappeler, du mois d'avril dernier, alors que dans tous les médias de Québécois, on avait sorti des échanges de courriels. Donc, on avait accès, des journalistes avaient eu accès à de l'information qui ne pouvait que provenir d'un dossier d'enquête de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Et le chef de cette unité-là, le commissaire Robert Lafrenière, était absolument de mauvaise humeur. D'ailleurs, on sait que M. Ouellet, M. Lafrenière, c'est à ne pas inviter au même party. M. Ouellet, qui présidait la Commission sur les institutions publiques, a même forcé par lettre M. Lafrenière à venir à une rencontre. Je ne vous dis pas que c'est ça qui est en arrière de son arrestation, malgré qu'il n'y a eu aucune accusation encore au moment où je vous parle. Le dossier peut très bien débloquer et aller en développement d'ici le moment où vous allez visionner cette émission du rapport Boivin. Mais au moment où je vous parle, il n'y a aucune accusation contre M. Ouellet, le député Ouellet. Il s'est retiré du caucus le temps que tout ça s'éclaircisse. Le point que je veux faire là-dessus, parce que je ne veux pas embarquer dans toute la dimension, ce qui s'est passé à telle date, telle date, telle date, c'est énorme. Ce que je dis, c'est que dans un contexte comme celui-là, l'UPAC se doit pas d'envoyer un petit communiqué de presse pour dire « on est en train de faire certaines vérifications et puis c'est tout, puis on vous reparlera éventuellement. » Non, non, non. Tu réponds à des choses précises parce que le dommage sur la place publique est tellement énorme pour une personne qui peut nuire à une réputation à ce niveau-là. C'est bien beau, là, c'est des personnages publics, j'en conviens, mais il y a une limite. Alors, l'UPAC, on se réveille, puis si c'est un coup monté, ils auront des prêts à payer. Boivin ne dit plus rien.